C'était le tueur en série le plus prolifique de Californie, mais on ne connaissait pas encore son identité. Après 50 viols et 12 homicides, il était toujours en liberté. On ne verra sûrement jamais une autre affaire non résolue de viol et de meurtre d'une telle ampleur. Le Golden State Killer jouait au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Pourquoi il n'arrivait pas à le mettre hors d'état de nuire? Quand il sentait qu'on se rapprochait, il faisait ce qu'il fallait pour nous échapper. À la suite des viols commis dans la région de Sacramento, nos procédures d'investigation ont beaucoup évolué. On est entré dans l'ère de la modernité. Attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. Le Golden State Killer avait commis plus de 50 viols et au moins 12 meurtres. Cette enquête, qui a duré plusieurs décennies, nous aura au moins permis d'améliorer notre travail d'investigation. Au fil des années, les autorités se sont adaptées pour mieux traquer ce meurtrier. Les techniques de la police scientifique en Californie, et même au niveau national, se sont perfectionnées. Cette série de crimes tragiques a eu un effet positif, celui de faire évoluer nos méthodes de travail. The Sacramento Sheriff's Office has invested over 40,000 man-hours in the past year in the search for the East Area rapist. But until he's caught, the area will continue to live in fear. La plupart des agressions du violeur des quartiers Est ont eu lieu entre 1976 et 81. À cette époque, on manquait cruellement de moyens pour tenter d'arrêter ce genre de criminels. Les difficultés auxquelles les policiers étaient confrontés lui ont permis de passer entre les mailles du filet. C'était une période où les viols et les agressions sexuelles étaient des sujets tabous. Les femmes qui en avaient été victimes n'osaient pas en parler. En fait, on avait honte. Moi, je ne voulais pas prévenir la police, je ne faisais pas confiance aux hommes. C'est là que j'ai rencontré Carol Daly, une inspectrice. Jane m'a dit « Je me suis fait violer ». Quand les agents sont arrivés chez moi, ils m'ont pressé de questions. J'ai eu l'impression d'être agressée une deuxième fois. Elle m'a confié qu'elle s'était sentie rassurée en me voyant. Pendant cette période, les habitants se sont mobilisés pour qu'il y ait davantage de femmes au sein des forces de l'ordre. Carol Daly a été l'une des toutes premières enquêtrices du comté de Sacramento, une pionnière en quelque sorte. Tout au long de sa carrière, Carol a su se montrer à la hauteur. Nos supérieurs hiérarchiques étaient très critiques envers notre travail. Le violeur des quartiers Est a commis au moins 5 agressions avant que les enquêteurs comprennent qu'il s'agissait sûrement d'un multirécidiviste. Chaque fois que je rédigeais un rapport, ils affirmaient que mes questions étaient orientées, parce que tous ces comptes rendus contenaient les mêmes informations. Je me suis défendue en leur expliquant que ces éléments avaient été fournis par les victimes elles-mêmes. À partir de là, j'ai dû enregistrer tous les interrogatoires que je menais pour qu'ils puissent les écouter ensuite. Les enregistrements réalisés par Carol correspondaient point par point à ses rapports. Mes supérieurs hiérarchiques ont admis qu'il s'agissait d'un violeur en série. Et je n'ai plus eu besoin d'utiliser le magnétophone.
À la suite des viols commis dans la région de Sacramento, nos procédures d'investigation ont beaucoup évolué. On est entré dans l'ère de la modernité. À l'époque, on n'avait pas de brigade spécialisée dans les crimes sexuels. Quand Jane s'est fait violer et que je l'ai emmenée à l'hôpital, elle a attendu 2 heures avant qu'un médecin s'occupe d'elle. On a dû travailler avec le personnel médical. On leur a fait comprendre qu'une victime de viol devait être examinée rapidement. Si on attend trop, il y a des preuves qui peuvent disparaître. Et puis, c'est un traumatisme supplémentaire pour la personne. On a donc conçu des kits pour que les agents puissent commencer à recueillir des preuves immédiatement après l'agression sexuelle. Ensuite, une unité spécialisée dans les affaires de viol a été créée. J'ai quitté la brigade criminelle pour m'occuper exclusivement des femmes agressées dans la région de Sacramento. Heureusement que Carol Daly était là. Pouvoir parler à une femme m'avait redonné confiance. Le violeur des quartiers Est a sévi à une époque où la police ne disposait pas des technologies de surveillance actuelles. Les moyens de communication étaient très limités comparés à tous les systèmes informatiques et numériques qui existent actuellement. À la place des portables, on avait des talkie-walkie. Et la plupart du temps, ils marchaient très mal, voire pas du tout. Sans téléphone à proximité, on ne pouvait rien faire. On devait s'arrêter dans des restaurants ou des cafés et toujours avoir de la monnaie sur nous pour appeler d'une cabine. C'était un prédateur insaisissable et qui agissait toujours sans se faire repérer. Quand les policiers arrivaient, il y avait des habitants dans la rue qui promenaient leurs chiens, mais aucun témoin ne l'avait vu. Les forces de l'ordre prenaient les devants et quadrillaient la ville pour empêcher d'autres agressions. Les militaires nous avaient donné des jumelles à vision nocturne. Avec ça, on peut tout voir en détail la nuit comme en plein jour. C'est fantastique. Ils avaient établi un protocole à suivre après chaque agression. Installer des barrages sur les routes qu'il aurait pu emprunter dans sa fuite. Relever les plaques d'immatriculation. Arrêter les véhicules dans les environs. Contacter les personnes présentes dans le quartier au moment du crime. Des techniciens de la police scientifique cherchaient des traces de pas, des empreintes, des indices sur la scène de crime. On avait des équipes chargées de quadriller le secteur. Tous les services collaboraient et chacun savait précisément quel était son rôle et ce qu'il était chargé de faire. Plusieurs fois, les agents ont repéré un individu qui aurait pu être l'auteur des faits. Mais le temps qu'il réagisse et se lance à sa poursuite, il semblait s'être volatilisé. Dans ces quartiers, les habitations n'étaient pas sécurisées comme elles le sont aujourd'hui. C'était rare que des particuliers aient installé un système d'alarme chez eux. Aucun signal sonore ne retentissait en cas d'intrusion à leur domicile. Dans les années 70, on ne pensait même pas à mettre des verrous. Cet homme arrivait à pénétrer dans les maisons malgré les verrous sur les portes ou les chevilles sur les fenêtres. C'est ce qu'utilisaient principalement les gens pour se protéger. À l'époque de ces agressions, il n'y avait pas de service d'appel d'urgence ici. On pense que le numéro d'urgence a toujours existé, mais dans les années 70, la couverture était très réduite et beaucoup ne pouvaient pas appeler. Quand une personne se sentait menacée et qu'elle avait accès à un téléphone, elle devait d'abord composer le numéro de l'opérateur. Un jour, une opératrice a laissé sonner plus de 20 fois parce qu'elle était trop occupée pour décrocher. Après, c'était trop tard, le violeur des quartiers Est avait fait une nouvelle victime. La population avait entendu parler de ce prédateur. Toutes les femmes étaient conscientes qu'elles étaient en danger. Une véritable psychose s'est emparée des gens. Tout le monde se munissait d'une arme.
Toute personne qui pénétrait dans un jardin était mise en joue. Les habitants ont uni leurs efforts pour essayer d'attraper cet individu. Il y avait notamment un groupe de civistes à Sacramento qui patrouillait en voiture à la recherche de rôdeurs. Malgré cette vigilance et toutes les précautions que les gens prenaient, il a continué à commettre des viols en toute impunité. En plus d'agresser des femmes, c'était comme s'il faisait subir un affront à toute la communauté. On a vraiment tout tenté. On a fait tout ce qu'on pouvait pour identifier et capturer cet individu. Il portait toujours une cagoule. Les gens ne voyaient jamais son visage. Ses victimes ne pouvaient pas le décrire, parce qu'en général, il leur bandait les yeux. Les enquêteurs avaient souvent recours à l'hypnose avec les témoins pour obtenir davantage de détails. L'un des enfants d'une famille agressée à Stockton avait eu le temps de voir le violeur. Sous hypnose, la fillette a précisé qu'elle avait vu un taureau tatoué sur son avant-bras et qu'il portait une ceinture avec une boucle estampillée de 2 pistolets de duel. Malheureusement, même ces détails supplémentaires ne nous ont pas permis d'identifier l'auteur de ces viols. Au fil des décennies, les forces de l'ordre ont renoncé à utiliser l'hypnose. Cette méthode n'était pas assez fiable. Les témoins fournissaient souvent des détails dont la véracité était remise en question. Le laboratoire du comté de Sacramento utilisait toutes les technologies récentes pour l'époque, mais le plus utile, ça restait les empreintes digitales. Hélas, dans ces affaires, l'homme n'enlevait quasiment jamais ses gants. Carol et moi, on travaillait ensemble et on s'est dit qu'il y avait forcément un moyen de le coincer. Cet homme retirait parfois ses gants pendant le viol et il a laissé ses empreintes digitales sur le bras d'une femme, tellement il l'avait serré fort. On disposait d'une nouvelle technique pour relever les empreintes sur la peau, celle des vapeurs d'iode. Quand on a su que cette fois-là, il avait enlevé ses gants, Carol est allée sur place pour effectuer la manipulation. Dans ce cas-là, les traces disparaissaient au bout de 30 minutes tout au plus. Je n'avais donc pas beaucoup de temps pour agir. On est allé dans la chambre et on a demandé à la femme de se déshabiller. Il fallait d'abord faire chauffer l'iode dans un flacon, puis souffler à travers un tube pour le vaporiser sur le corps. La première fois qu'on a utilisé cette technique, on était très enthousiaste à l'idée de recueillir enfin une preuve tangible, mais ça n'a pas marché. On avait fait subir un autre traumatisme à la victime pour rien. On l'a fait 2 ou 3 fois, puis on a renoncé. It's a very serious situation. I think it's very dangerous. I think that the reason there hasn't been something done about it is because it's a crime against women. Les femmes étaient vraiment discriminées et montrées du doigt. On vivait dans une société patriarcale à l'époque. La victime était jugée. On se demandait si c'était sa faute. Comment s'était-elle comportée? Comment était-elle habillée? Au milieu des années 70, les lois punissant le viol étaient assez laxistes. Un agresseur pouvait être condamné à une peine avec sursis, pas forcément à la prison ferme. I see rape as a violent crime, and it's not being treated that way in the courts. And I think the rapists, don't really fear getting locked up, and I would like to see that change.
Dans les journaux datant de la période où le violeur des quartiers Est sévissait, on voit des titres tels que « Des femmes manifestent devant le palais de justice ». C'était quasiment devenu un mouvement pour les droits des femmes. We believe that rapes cannot continue the way they have, and that we don't want to stand intimidated, and we don't want to live in fear that we are going to take action ourselves. Ces affaires ont donné à de nombreuses femmes le courage de parler enfin de cet acte abominable. Désormais, elles pouvaient s'exprimer sur ce sujet en public. These women are taking their messages to the various law enforcement agencies and to the Board of Supervisors. Il était urgent de résoudre cette enquête pour que les habitants soient enfin en sécurité. La population en voulait aux forces de l'ordre parce qu'on n'avait pas capturé cet homme. Quand les gens ont commencé à se mobiliser, la pression a forcé la police de Sacramento à être beaucoup plus réactive. Le prédateur a peut-être eu peur. Il a dû se dire qu'il ferait mieux de quitter Sacramento pour ne pas se faire prendre. Et il s'est volatilisé. Le violeur des quartiers Est avait reçu un nouveau surnom, le premier Night Stalker. Ce meurtrier s'en prenait à des femmes et à des couples dans le sud de la Californie. Le mode opératoire entre tous ces crimes était quasiment identique. La seule différence, c'était que cet homme avait fini par passer du viol au meurtre. Dans le nord de la Californie, la police avait pu interroger les victimes et donc relier plusieurs affaires. Mais dans le sud de l'État, c'était différent, parce qu'il ne laissait plus de témoins derrière lui. Au cours des investigations, d'autres personnes ont été suspectées, notamment des proches des victimes. À l'époque, on ne savait pas qu'on avait affaire à un tueur en série. Le violeur des quartiers Est avait compris qu'il avait tout intérêt à se déplacer aux quatre coins de la Californie. Il savait que les enquêteurs mettraient plus de temps à faire le lien entre toutes les affaires. Si un meurtre a lieu quelque part, on a du mal à imaginer qu'il puisse s'en produire un autre identique à 15 comtés de là. Mon père a épousé ma belle-mère en 1975. Charlène était sa secrétaire. On la connaissait donc depuis toujours. Lyman Smith était un excellent avocat et un type formidable que tout le monde appréciait. Les Smith avaient acheté une maison dans les collines surplombant Ventura. Ils avaient une vie sociale très active. Ils étaient très heureux. Ils avaient beaucoup d'amis. Mon père œuvrait beaucoup pour la communauté. Il a changé la vie de nombreuses personnes. Personne n'avait vu les Smiths depuis plusieurs jours. Le fils de Lyman s'est rendu chez eux et a remarqué que la porte d'entrée était ouverte. Une fois à l'intérieur de la maison, il a entendu un réveil qui sonnait. Et la sonnerie ne s'arrêtait pas. Il est donc allé dans la chambre. Lyman et Charlène étaient étendus sur le lit, mais ils ne bougeaient pas. La pièce était plongée dans le noir. Les rideaux de la baie vitrée étaient tirés. L'odeur était très forte. L'homme était couché sur le ventre, avec les mains attachées dans le dos, et les jambes attachées au niveau des chevilles. On leur avait défoncé le crâne. Il y avait des éclaboussures de sang partout. Apparemment, Charlene avait aussi été agressée sexuellement. C'est toujours choquant d'examiner une scène de crime, peu importe combien on en a vu. Et quand on connaissait les personnes assassinées, c'est encore plus difficile. On a fait le tour de la maison, on a remarqué que les tiroirs étaient ouverts, mais rien ne semblait avoir été volé. Les vêtements étaient bien rangés. Les bijoux étaient à leur place, il n'en manquait aucun.
À première vue, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un cambriolage. Il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison. Le tueur s'était acharné sur ses victimes, ce qui voulait probablement dire que c'était quelqu'un qui les connaissait bien. Ma mère est rentrée à la maison et elle m'a dit « Ton père est mort ». Le temps s'est arrêté. Je n'entendais plus rien. Tout se bousculait dans ma tête. La brutalité de ces homicides est très révélatrice. Le meurtrier les a tués avec une bûche qu'il a prise dans le tas de bois. Il les a massacrés. Ce n'est pas comme si on leur avait simplement tiré dessus. Ça veut dire que la personne qui a fait ça devait vraiment leur en vouloir. Les policiers ne s'attendaient pas du tout à être confrontés aux agissements d'un tueur en série. La liste des suspects était longue. Les enquêteurs se sont intéressés aux associés de Lyman dans ses nombreuses entreprises. Ils sont allés jusqu'à envisager la possibilité que le coupable soit un amant de Charlène ou la propre fille de l'homme d'affaires. J'ai moi-même été considérée comme suspecte. Ça montre à quel point la police était dans le flou. Elle ne savait pas du tout dans quelle direction chercher. L'affaire Lyman et Charlène Smith est un exemple parmi d'autres qui montre que dans une enquête, si l'on se concentre exclusivement sur une piste, au final, on peut faire totalement fausse route. Notre travail consiste à étudier toutes les pistes et tous les suspects potentiels. Le véritable meurtrier courait toujours. C'est l'ADN qui a joué un rôle décisif dans l'enquête sur le double meurtre des Smiths. Ça nous a permis de la relier à d'autres affaires. Ça faisait 20 ans déjà. Quand ils nous ont expliqué que c'était peut-être un tueur en série, ça m'a sidéré. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai eu l'impression d'avoir remporté une victoire. C'était comme si la science avait enfin gagné. On n'avait peut-être pas attrapé le coupable, mais on avait prouvé son implication dans une série de crimes, et il finirait par être capturé. En 2001, on a appris que l'ADN avait permis de relier les meurtres du premier Night Stalker et les agressions commises dans le nord de la Californie. À ce stade, il n'y avait plus aucun doute. Le violeur des quartiers Est et le premier Night Stalker, désormais surnommé le Golden State Killer, n'était qu'une seule et même personne. On avait le profil génétique de ce criminel. On pouvait donc résoudre cette affaire. On enquêtait pour tenter de mettre la main sur l'individu dont l'ADN correspondrait à nos preuves. Et ça, c'était le plus compliqué. Le Golden State Killer semblait s'être arrêté. On s'est dit qu'il était certainement en prison durant cette pause dans la série de crimes. Son parcours meurtrier a-t-il pris fin en 86? On ne savait pas. Était-il incarcéré? On se disait qu'on l'aurait certainement appris. Mais en fait, pas forcément. La base de données qui a été créée en Californie nous a permis de comparer l'ADN de détenus aux preuves génétiques dans des affaires criminelles non résolues. Mais à ce moment-là, en Californie, on était confronté à de nombreuses difficultés dans les procédures de collecte d'échantillons biologiques. Les tueurs, les violeurs et les pédophiles avaient le droit de s'opposer à une demande de prélèvement. Et l'administration pénitentiaire californienne ne pouvait pas les y obliger. Donc il fallait que ça change.
Début 2002, le bureau du procureur du comté d'Orange m'a contacté pour m'informer qu'une série de projets de loi était en train d'être examinés à Sacramento. L'objectif était d'autoriser l'usage proportionné de la force pour effectuer des prélèvements sur des personnes incarcérées. Ils m'ont demandé de les aider en racontant mon histoire personnelle, qui ferait comprendre aux gens pourquoi l'enjeu était aussi important. Keith, notre frère cadet, était en 4e année à la fac de médecine. Il voulait devenir urgentiste. Il avait envie d'aider les autres. C'était un jeune homme d'une intelligence hors du commun. Il était très brillant. Patty, qu'il avait épousée 3 mois auparavant, était infirmière en pédiatrie. C'était une femme remarquable. En août 1980, Keith et Patrice Harrington ont été battus à mort par le Golden State Killer. À l'époque, tout ce que les enquêteurs ont été capables de nous dire, c'est que Keith et Patty étaient des personnes irréprochables. Ils n'avaient pas d'ennemis. Quelque part, ça rendait leur mort encore plus intolérable. On ne savait pas qui aurait pu leur en vouloir autant et pourquoi. Et l'enquête est restée au point mort pendant 18 ans. Il n'y avait aucun suspect. Et entre 1998 et 2001, les fichiers ADN ont été créés et les affaires reliées entre elles. Notre frustration, notre colère et notre chagrin étaient à leur paroxysme. À partir de là, j'ai passé le plus clair de mon temps à tenter de comprendre comment fonctionnait l'ADN et comment ça pourrait nous être utile pour résoudre l'affaire. Good morning, my name is Bruce Harrington. I'm here today with a specific and personal appeal on behalf of victims and families of unsolved violent crime. My brother and his wife were included in these statistics. Their killings occurred in August of 1980. And then the trail went cold, the mayhem stopped. The police reasoned that the perpetrator either died soon after May of 1986 or more probably was convicted on an unrelated crime and has been housed in our prison system. DNA forensic science can and should be used to protect the innocent public from a deranged killer being let back in the street. La loi 1242 a été votée. Elle autorisait les services pénitentiaires à utiliser une force proportionnée pour obliger une catégorie de détenus à fournir un échantillon biologique. Mais la base de données génétiques contenait peu de profils, 3 ou 4 000 au maximum, parce que ça concernait uniquement les personnes condamnées pour certains crimes. En 2002, 34 États possédaient déjà un fichier ADN pour tous les criminels incarcérés dans leurs prisons. Cela signifie que dans ces juridictions, on pouvait exiger de chaque individu qui avait été reconnu coupable de n'importe quel crime qu'il se soumette à un prélèvement. Mais la Californie était en retard. Elle n'avait pas encore mis ce système en place. Il fallait obtenir l'empreinte génétique de tous les auteurs d'une infraction grave, quelle qu'elle soit, pour espérer trouver une correspondance avec le Golden State Killer. La création d'une base de données moins restrictive était indispensable pour venger la mort de Keith et Patty. Bruce Harrington, le frère de Keith, voulait que tout soit mis en œuvre pour arrêter l'assassin de son frère et de sa belle-sœur. À l'époque, notre hypothèse était que le Golden State Killer était en prison. On avait son ADN, donc il suffisait de trouver une correspondance. Mais la base de données des profils génétiques en Californie était très réduite. Bruce Harrington était déterminé à faire évoluer le fichage génétique. L'objectif étant d'obliger tous les suspects d'un crime à se soumettre à un prélèvement biologique.
Monsieur Harrington a investi énormément d'efforts et d'argent dans la future proposition 69. Avec 2 millions de signatures, le projet de loi a été soumis à un référendum. La proposition 69 a été adoptée à la majorité. La loi a été promulguée en 2004. Du coup, le contenu du fichier ADN a soudainement augmenté de façon exponentielle. J'étais convaincu qu'on allait enfin réussir à résoudre cette enquête. Au fil des mois et des années, au fur et à mesure que la base de données était enrichie, on effectuait des comparaisons et on espérait que le profil du Golden State Killer finirait par ressortir. Mais ça n'a rien donné. C'était très frustrant et difficilement compréhensible. Malgré la multitude d'empreintes génétiques contenues dans les fichiers, il n'y avait aucune correspondance. Et même pas avec un proche dont l'ADN présenterait des similitudes. C'était désespérant. On avait tout misé sur cette technologie. Et comme aucune comparaison n'avait fourni de résultats concluants, on était dans l'impasse. On allait de désillusion en désillusion. Sur le plan émotionnel, c'était épuisant. Bien sûr, on était très déçus d'en être toujours au même point. Mais en même temps, ça a été un grand pas en avant pour notre société. Aujourd'hui, l'ADN est devenu un outil indispensable dans l'élucidation d'affaires criminelles. La base de données continue de s'enrichir. Ça nous a permis de faire la lumière sur des homicides anciens et récents et de disculper des personnes innocentes. On doit beaucoup à Bruce Harrington. Même avant qu'on ait interpellé le Golden State Killer et refermé le dossier de son frère, la proposition 69 avait déjà prouvé son utilité. Plusieurs milliers de familles de victimes avaient obtenu des réponses. Avant la loi de 2004, on avait élucidé 1250 crimes grâce à la base de données ADN. Actuellement, on en est à 53 000. Le profil génétique nous permet notamment de relier deux affaires entre elles ou d'identifier un suspect. Sans la proposition 69, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. En Californie, on a ensuite adopté la proposition 47. Des crimes graves qui avaient obligé leurs auteurs à fournir un échantillon biologique ont été transformés en infractions mineures. Des atteintes aux biens d'autrui, des cambriolages, des condamnations de petits trafiquants ont été requalifiés en délits moins graves. Le nombre de crimes violents a été réduit dans la loi. Conséquence, on avait beaucoup moins de chances de trouver une correspondance avec l'ADN du Golden State Killer. La proposition 69 limitant cette procédure au crime, fallait-il désormais étendre les profils génétiques aux personnes coupables de délits mineurs ? D'autres hypothèses circulaient, dont celle qu'il était incarcéré dans la prison d'une autre juridiction. Le recueil de prélèvements biologiques et le système de fichage informatisé sont réglementés de façon différente selon les États. Dans le Nevada, la loi sur les bases de données génétiques n'est pas rétroactive. L'ADN d'un individu peut être obtenu uniquement à la suite d'une arrestation ou d'une condamnation, pas quand il est déjà en détention. La population carcérale dans le Nevada compte environ 8000 détenus. 1500 d'entre eux ont été condamnés à mort et attendent leur exécution ou purgent des peines à perpétuité pour des crimes de haine. Aucun d'entre eux n'a donné son ADN. Un groupe de procureurs a été envoyé au Nevada parce que c'était l'État voisin. On leur a gentiment demandé de modifier leur loi sur le fichage génétique en prison. Le procureur général a accepté. Ils allaient donc réaliser des prélèvements ADN sur tous les criminels condamnés. C'était une excellente nouvelle. On ignorait si le Golden State Killer était incarcéré au Nevada, mais là-bas, il y avait sûrement des détenus qui n'avaient pas été condamnés pour tous les crimes qu'ils avaient commis. Si le tueur se trouvait dans un état qui ne faisait pas de fichage génétique, on ne l'attraperait peut-être jamais.
Chaque jour qui passait sans qu'on trouve de correspondance dans la base de données diminuait d'autant plus nos chances de mettre la main sur le Golden State Killer. On avait élargi les recherches parce qu'on ne savait pas où il était. Et les lois sur la collecte d'ADN des détenus n'étaient pas les mêmes d'un État à un autre. On avait tous enduré suffisamment d'épreuves. Au nom de toutes les victimes du Golden State Killer, il était important que les autres juridictions soient mieux informées et plus proactives sur leur législation concernant les profils génétiques des personnes incarcérées. On avait une chronologie pour le meurtrier. À notre connaissance, le dernier meurtre remontait à 86. Quand le fichage génétique s'est généralisé, il était peut-être déjà en prison. Il y était peut-être mort. Alors on a demandé à l'administration pénitentiaire d'enrichir la base de données avec des échantillons provenant d'autopsies. L'objectif était d'obtenir l'ADN des criminels à haut risque décédés en prison ou pendant leur liberté conditionnelle, qui ne figuraient pas encore dans les bases de données. Ça représentait 25 000 personnes. C'était un projet colossal. J'étais convaincue que sur ces 25 000 individus morts en détention, certains avaient commis d'autres crimes que l'on pourrait résoudre en comparant leur profil génétique. Pour moi, il ne fallait surtout pas négliger cette piste. Si le Golden State Killer était décédé en prison et qu'il n'avait pas fourni son ADN, il fallait trouver un moyen d'obtenir un échantillon. J'ignorais s'il était toujours en vie, mais on devait quand même tout faire pour tenter d'élucider cette affaire. La traque du Golden State Killer a duré plusieurs décennies, mais elle a permis à la police de se perfectionner. Les technologies ont beaucoup évolué. Ça nous a pris beaucoup de temps et d'efforts, mais le côté positif de cette affaire, c'est qu'elle a donné lieu à de nombreuses avancées. La longue enquête sur le Golden State Killer a eu un effet positif direct sur la sécurité publique et sur notre capacité à mettre des criminels violents hors d'état de nuire. Cet individu a été incroyablement chanceux de passer ainsi entre les mailles du filet. À ma connaissance, aucune autre affaire n'a jamais mobilisé autant d'enquêteurs à temps complet, qu'ils soient encore en activité ou à la retraite, pour tenter d'identifier un coupable. Le Golden State Killer était aussi diabolique que rusé. Il a réussi à échapper à la justice pendant plus de 40 ans. On voulait pouvoir clôturer cette enquête, notamment pour les victimes qui n'avaient plus la possibilité de reconnaître leur agresseur dans la rue. Ça faisait 23 ans que je travaillais sur ce dossier. Je voulais la vérité, savoir qui il était. 38 ans, c'est une éternité. Mais on ne peut pas oublier. On apprend simplement à vivre avec. On n'a jamais baissé les bras. On se devait de mener ce combat jusqu'au bout. J'avais bon espoir que cette affaire connaîtrait un dénouement par n'importe quel moyen. Il fallait que cette histoire prenne fin. Tant que le Golden State Killer ne serait pas identifié, on était déterminés à ne jamais baisser les bras. Les tueurs en série sont des individus terrifiants, et celui-ci encore plus que les autres. Les gens ne comprenaient pas qu'un homme puisse commettre des crimes aussi atroces. Était-ce dû à un traumatisme durant son enfance? On a décidé d'établir son profil psychologique pour identifier des comportements récurrents. Alors que les agressions se multipliaient, les victimes racontaient que parfois leur agresseur s'éloignait pour pleurer. Tous ces crimes qui s'étendaient sur plusieurs décennies étaient l'œuvre d'un véritable psychopathe.
Il n'y avait pas de numéro d'appel d'urgence. On ne pouvait pas appeler les secours. À l'époque, la technologie et les sciences n'étaient pas aussi avancées. C'est ce qui lui a permis d'échapper à la police. Le Golden State Killer jouait au chat et à la souris avec les autorités. Au fil des années, la personnalité de cet individu a changé. Ses crimes ont évolué. C'est devenu un véritable psychopathe. Un profileur analyse le comportement et les crimes des meurtriers pour découvrir les raisons qui les poussent à agir. Il voulait dominer totalement sa victime. Mieux cerner sa personnalité pouvait nous permettre de l'identifier et de l'appréhender. Il voulait exercer un contrôle total et voir la peur dans leurs yeux. Mais l'une de ses victimes ne l'a pas laissé prendre le contrôle. Il a mis son couteau sur mon oreille et m'a dit « Tu veux que je la coupe ?» Peut-être qu'il tuait toujours. Certains tueurs en série se sont arrêtés à un moment, mais pas lui, et on ne savait pas qui c'était. This case is why we lock our doors at night. Attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. Quand on rencontre un tueur en série, le moment qu'on passe à discuter avec lui peut être terrifiant. De l'extérieur, ils sont comme vous et moi. Mais les apparences sont trompeuses. Ils dissimulent un côté sombre. Ils sont pervers et malades. Ce genre de criminels sont les plus dangereux. Il est brutal et terrorise ses victimes. Il est foncièrement mauvais et manipulateur. L'association de la violence, de l'intelligence et de la ruse peut donner naissance à un être diabolique. Le Golden State Killer est l'un des criminels les plus dangereux qui ait sévi sur une période aussi longue. Quand on est face à une série de viols et d'homicides, la personnalité de l'auteur commence à se dessiner. On perçoit la façon dont elle se manifeste sur les scènes de crime. Un profileur analyse le comportement et les crimes des meurtriers pour découvrir les raisons qui les poussent à agir. En comprenant mieux la personnalité de cet individu, on pouvait peut-être réduire le nombre de suspects. Quand il était au supermarché, à l'église le dimanche, ou quand il violait ou tuait, certains traits de caractère ne changeaient pas. Il devait avoir la même attitude, peu importe le contexte. Le profil psychologique du violeur des quartiers Est a été élaboré après la 16e agression. Ce rapport comportait de nombreux détails qui permettaient d'expliquer son comportement. Le violeur des quartiers Est commençait toujours par rôder autour des maisons. Il jetait un œil à l'intérieur. Il surveillait ses victimes pendant des heures, des jours ou des semaines. On pouvait en déduire qu'il trouvait très excitant d'espionner les gens. C'était une façon de se préparer.
J'ai déjà interviewé ce genre de criminels. Ils racontent tous le frisson qu'ils ressentent en imaginant ce qu'ils vont faire à leurs victimes. Pour eux, c'est un genre de préliminaire. C'est aussi excitant que l'acte en lui-même. L'attitude prédatrice de cet homme était l'un de ses traits de caractère les plus significatifs sur l'ensemble de cette affaire. Il ne se contentait pas de repérer sa proie. Il l'épiait aussi dans son quotidien, par la fenêtre, et ça lui procurait du plaisir. C'est un exemple de déviance sexuelle qu'on appelle paraphilie. La paraphilie est un fantasme, un rituel ou un comportement sexuel pervers. Elle peut être axée sur des objets, des situations, des animaux ou des personnes, mais surtout sans elle, le sujet est incapable de ressentir du plaisir sexuel. Le port de talons aiguilles, l'exhibitionnisme ou encore le voyeurisme sont des exemples de paraphilie. Et ceux qui en souffrent ressentent un besoin obsédant de recommencer encore et encore. C'est ce qui les motive. Le violeur des quartiers Est était visiblement atteint de plusieurs troubles paraphiliques. Pour ce prédateur, la priorité était de dominer totalement sa victime. Elles avaient toutes été attachées, les mains dans le dos. Un détail a attiré notre attention. Il avait pris le temps de faire un nœud très spécifique, de type décoratif. Ce n'était pas nécessaire pour immobiliser une personne ou la retenir contre sa volonté. Ça voulait dire que ce nœud avait une signification particulière pour lui. Attacher ses victimes était visiblement un acte qui lui procurait du plaisir. Les liens avaient l'air d'être une composante très forte de ses fantasmes sexuels. Ils étaient même sûrement indispensables. Sans eux, il n'aurait ressenti aucune excitation et aurait été incapable d'agresser ses femmes. Neutraliser sa victime lui permettait d'assouvir ses fantasmes. Il voulait exercer un contrôle total sur elles. Il voulait les humilier et voir la peur dans leurs yeux. C'est du sadisme. Il cherchait toujours à rabaisser les femmes, les humilier, leur faire des choses dégradantes. Il les violait plusieurs fois. Il leur faisait tout subir, pénétration vaginale, anale, fellation. Il leur disait « tais-toi, je ne veux pas t'entendre parler » ou « je tuerai tes gosses, je les découperai en morceaux et je te rapporterai leur oreille ». Le viol lui-même était déjà traumatisant. Mais ça ne lui suffisait pas. Ensuite, il continuait de les terroriser en les appelant. Il passait des coups de fil aux femmes qu'il avait agressées ou à celles qu'il avait déjà repérées. C'était certainement un autre trouble paraphilique. Il devait trouver ces appels excitants. Dans ce cas précis, il s'agissait de scatologie téléphonique. C'était l'une de ses caractéristiques. L'agresseur appelait ses victimes. On peut facilement imaginer la terreur que ces femmes ressentaient en entendant ces propos obscènes au téléphone. On a constaté une attitude prédatrice. La pratique du bondage et de la scatologie téléphonique et aussi du sadisme. Ce sont des comportements sexuels déviants dont ont été victimes un grand nombre de femmes. Sa vie était centrée sur ses crimes. Il n'y avait que ça qui comptait pour lui. C'était une véritable obsession. Il ne vivait que pour ça. C'est le prédateur sexuel le plus prolifique auquel j'ai eu affaire dans toute ma carrière. Les tueurs en série attisent toujours la curiosité des gens.
en même temps que de l'effroi. Le profilage peut permettre de les comprendre, mais il peut aussi contribuer à les identifier et à les capturer. On voulait comprendre la manière dont le Golden State Killer avait commis ces crimes. Quand on a un suspect, il faut soit confirmer sa culpabilité, soit l'écarter de l'enquête. Donc, on devait s'intéresser à son histoire et comparer les informations obtenues avec les caractéristiques du profil psychologique pour voir si elles correspondaient. Dans l'une des affaires, la victime a déclaré que son agresseur avait pleuré. Il avait fondu en larmes. Une femme l'avait entendu parler avec quelqu'un dans la cuisine. Peut-être qu'il se parlait à lui-même. Maman, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus le faire, maman. Je suis désolé, pardon. Elle va être folle de rage contre moi. Les victimes l'entendaient sangloter. Et ça s'arrêtait là. Ça se finissait comme ça. Il était intelligent et rusé. Il faisait les 100 pas et tout à coup, il perdait son sang-froid. Il s'écriait « C'est ma mère qui m'oblige à faire ça ». Et on peut se demander s'il ne jouait pas la comédie. Un violeur ne fond pas en larmes en pleine agression. Je n'y crois pas une seconde. C'était une façon de dissimuler son identité. Il ne voulait pas se faire prendre. Il faisait ça pour brouiller les pistes et pour que les enquêteurs aient une fausse image de lui. Le Golden State Killer faisait preuve d'une certaine discipline. Il gardait toujours son sang-froid et restait concentré sur son objectif. Ça demande de la force physique, un mental d'acier et de la détermination. Mais l'une de ces jeunes victimes ne l'a pas laissé prendre le contrôle. J'avais entendu parler du violeur des quartiers Est. J'étais fascinée par tous ces crimes. Je lisais tous les articles qui en parlaient. J'étais une gamine de 12 ans, bagarreuse. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Et comme toutes les adolescentes, je pensais que le monde m'appartenait et que je pouvais faire tout ce que je voulais. Ces histoires ne me faisaient pas peur. C'était un soir de semaine. Je suis allée me coucher à la même heure que d'habitude. Et j'ai été réveillée par un homme qui portait des gants en cuir. Il m'a dit « Tais-toi ou je te tue. Ne bouge pas. » Et il m'a attaché les pieds et les mains avec des lacets. Il a serré très fort. À un moment, je ne sentais même plus mes mains. Je l'ai entendu entrer dans la chambre de ma mère et la ligoter. À ce moment-là, j'ai su que c'était le violeur des quartiers Est. Après, il est descendu prendre des assiettes dans la cuisine et il est remonté à l'étage. Je savais que s'il allait voir ma mère avec, c'est moi qu'il allait violer. Alors, quand je l'ai entendu dans sa chambre, j'ai su immédiatement que c'est à moi qu'il allait s'en prendre. Ensuite, il a fourré son pénis dans mes mains. Et il m'a dit « Tu sais ce que c'est ?» Et d'un ton très sarcastique, j'ai répondu « Non ». D'après ce que j'avais lu, il n'avait tué personne, du moins pas encore. Si je ne me soumettais pas, peut-être qu'il ne me ferait pas de mal. Il était très en colère contre moi. Mais quand il m'a demandé « Tu veux que je tue ta mère ?» j'ai répondu « Je m'en fiche ». Alors il a dit « Tu préfères que je te tue ?» et j'ai répété la même chose. Puis il a mis son couteau sur mon oreille et m'a dit « Tu veux que je la coupe ?» Il était hors de lui. Il a menacé de me trancher la gorge et de me tuer. Mais j'ai tenu bon. Je ne voulais pas céder. Je le provoquais.
Il m'a sodomisée, mais ça n'a pas duré très longtemps. Après ça, j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il était venu chercher. Il n'avait pas réussi à me terroriser ou me dominer. Il n'avait eu aucun pouvoir sur moi. Pour lui, c'était sûrement un échec. Il ne m'avait pas brisé. Je n'allais pas le laisser faire. Aucune chance. Margaret lui a tenu tête. Il ne devait pas s'y attendre. Et ça l'a contrarié. Pire, ça l'a rendu fou. Mais au moment de cette agression, il n'était pas encore au point. Il testait ce qui marchait ou pas. Son mode opératoire n'était pas encore bien rodé. S'il était tombé sur Margaret quelques années plus tard, et si elle lui avait résisté de la même façon, il l'aurait tuée. Les tueurs en série sont tous différents. Comme tout le monde, ils ont une identité qui leur est propre. Plus il violait, plus il devenait dangereux. On savait qu'il finirait par commettre un meurtre. Plusieurs fois, il a pressé un revolver sur l'arrière du crâne de sa victime et l'a armé. On avait affaire à un psychopathe. Il cherchait le frisson, l'excitation, la stimulation à tout prix. Et quand il ne l'obtenait pas, ça perdait tout son intérêt. Il répétait les mêmes actes encore et encore. Mais comme tout le monde, au bout d'un moment, il s'ennuyait. Passé un certain stade, les viols ne lui suffisaient plus. Il ne lui procurait plus autant de sensations fortes. Alors il est passé un cran au-dessus. En 1998, j'ai réalisé le profil psychologique du premier Night Stalker avec un collègue. Quand on me demande quelle est l'affaire la plus marquante de ma carrière, je cite toujours celle-ci. Lyman et Charlene Smith vivaient dans l'est de Ventura, sur une colline. Un dimanche après-midi, j'ai reçu un appel de la police de cette ville. Il y avait eu un double homicide. Le mari et la femme avaient été sauvagement battus avec une bûche et laissés pour morts dans leur lit. Les inspecteurs ont retiré les draps qui recouvraient Charlene. Elle avait les mains attachées dans le dos. Le nœud qui serrait ses poignets était très complexe. C'était un nœud de diamant. L'autopsie a révélé que Charlene avait été violée. On a remarqué que la fenêtre de la salle de bain était entrouverte d'environ 5 cm. Un individu se tenant devant pouvait facilement observer les victimes dans leur lit. On sait que le violeur des quartiers Est avait des troubles paraphiliques, comme le voyeurisme. Il était dehors et il les regardait. Il avait peut-être même assisté à leurs ébats sexuels. Ça aurait pu suffire à déclencher cette violence chez lui. Au fil des années, la personnalité de cet individu a changé. Ses crimes ont évolué. C'est devenu un véritable psychopathe. Manuela Wisun était seule chez elle le 5 février 1981. Son mari avait été admis à l'hôpital à cause d'une infection virale. Elle a été découverte le lendemain parce qu'elle ne répondait pas au téléphone.
La jeune femme avait aussi été frappée et agressée sexuellement, et elle présentait des marques qui laissaient penser qu'elle avait été attachée, même si les liens avaient disparu. Investigator Veach with the Irvine Police Department. The time is approximately 14:05. Investigating an apparent homicide which occurred sometime during the last evening hours. Now we're standing to the rear of the residence, looking at the rear slider from an opposite angle. With a close-up, you'll see some metal bent back in a pry position. Apparently did pry open the rear slider. Towards the bottom of the sliding door, you'll find a red-handled screwdriver, which is possibly the screwdriver used to pry open the door. Ce criminel avait franchi une nouvelle limite. Maintenant, il tuait ses victimes. Non seulement ces crimes portaient sa signature, mais il planifiait aussi tout dans les moindres détails. Sur place, il faisait également preuve d'une discipline évidente. Et c'était certainement dû au fait qu'il prévoyait tout à l'avance avec une grande efficacité. Sa priorité, c'était de ne pas se faire prendre. C'est pour ça qu'avant de passer à l'acte, il mettait au point une stratégie très détaillée. Over to my left, you'll see a portable television set which apparently was placed out here by perhaps the perpetrator. Il a peut-être utilisé l'ancienne télévision de Manuela pour franchir plus facilement la palissade. En cas d'urgence, s'il avait dû partir précipitamment, ça lui aurait été très utile. L'auteur des crimes devait s'introduire au domicile de ses futures victimes bien avant le jour de l'agression, sans qu'elles s'en rendent compte. Il allait dans toutes les pièces, il inspectait l'ensemble de la maison pendant des heures. Et il s'assurait que les accessoires dont il aurait besoin pour les tuer et repartir de chez elles étaient bien là. On sait par expérience que 95% des prédateurs sexuels qui deviennent tueurs en série présentent des signes évidents de psychopathie. On reconnaît un individu psychopathe à 20 traits de caractère bien spécifiques. Ce sont des menteurs pathologiques, des personnes extrêmement narcissiques et mégalomanes. Ils sont aussi téméraires et ne ressentent absolument aucune culpabilité et aucun remords. Si je devais décrire le Golden State Killer en comparaison avec d'autres tueurs en série, je dirais que c'est sans doute le prédateur sexuel et tueur en série le plus prolifique auquel j'ai eu affaire dans toute ma carrière. Okay, we're now standing inside the master bedroom of the residence. The scene has not been disturbed. It's as is as found. The sleeping bag was placed over the top of her head based upon the physical evidence, and she was struck over the head with an object, causing a hole in the bag itself. On ne sait pas avec quelle arme Manuela Wisun a été tuée. Il pouvait s'agir d'un objet qu'il avait trouvé dans la maison, comme un marteau, mais on ne l'a jamais retrouvé. You notice the bedding is lying on the floor, and the deceased is clothed, apparently in some sort of a bathrobe. Ses blessures étaient très profondes. Cette brutalité était nouvelle. Et elle reflétait ce qui se passait dans la tête du psychopathe. Il a été très violent et certainement sadique avec cette femme. Mais ce n'était pas de la colère ou de la rage, c'était de la haine. C'était un geste froid, calculé, sans émotion.
Le fait qu'il déteste les femmes peut avoir plusieurs raisons. On n'en connaîtra peut-être jamais la cause. Mais quand un psychopathe comme lui arrive à ce stade de fureur, il se sent souvent poussé à détruire l'objet de son aversion. Manuela avait 28 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Quand elle a été assassinée, mon frère et ses proches ont été anéantis par le chagrin. Cet homme est cruel et dangereux. On est obligé d'envisager que la violence soit également une source de plaisir chez lui. Janelle était ma sœur. Elle a été sauvagement violée et assassinée. Elle n'avait que 18 ans. Janelle! Do something. Le Golden State Killer m'a enlevé ma sœur. Ça a brisé notre famille. Toutes nos certitudes se sont envolées. Janelle était un esprit libre. Elle avait le cœur sur la main. C'était une grande sœur géniale. Ce qu'il lui a fait subir est atroce. On m'a confié l'enquête. Et quand on a examiné son corps sur le lit, on a constaté qu'elle avait reçu un grand nombre de coups au visage. Il devait en retirer du plaisir. Il l'a attaquée de face, à la tête. Il a réduit son visage et son crâne en miettes. Il y avait même des morceaux de cervelle dans le lit et autour d'elle. Ce qu'il a fait subir à cette femme l'avait énormément excitée. On a retrouvé une quantité anormalement élevée de sperme sur place. Vu la façon dont il s'acharnait sur ses victimes et la brutalité dont il faisait preuve, j'imagine que les rouées de coups lui procuraient du plaisir. Il avait besoin de cette violence pour être satisfait sexuellement. Ça a pris de plus en plus d'importance, jusqu'à devenir un trouble paraphilique. Au fil des ans, il a évolué. Mais pour comprendre le Golden State Killer, il faut revenir à ses débuts. Les psychopathes sont poussés par leurs désirs, leur besoin d'assouvir leurs pulsions perverses. Et leurs troubles paraphiliques peuvent évoluer avec le temps. Cet homme s'est mis à tuer ses victimes. Et d'après les indices relevés sur les scènes de crime, on sait qu'il y a pris du plaisir. Quand on fait preuve d'une telle violence, en général, c'est qu'on a subi cette violence dans l'enfance. Pour moi, cet homme a eu des difficultés à se sociabiliser. Quand il était enfant, il avait sûrement eu du mal à communiquer et à créer des liens avec sa famille. Il avait dû lui arriver quelque chose. Soit son père était très violent avec lui, soit sa mère était très dominatrice. Je ne sais pas. Concernant les relations au sein de la famille, j'aurais du mal à définir précisément quels étaient les rôles du père et de la mère. Mais je pense pouvoir affirmer sans me tromper que quelles que soient les dynamiques familiales, elles étaient nocives pour lui. Il y avait sans doute aussi de la perversion, voire des violences sexuelles dans cette famille. Ça expliquerait pourquoi il aurait développé ces comportements déviants qu'on appelle paraphilie.
On peut affirmer qu'il a été confronté à ces pratiques quand il était encore un petit garçon. Soit il en a été témoin, soit lui ou l'un de ses frères et sœurs ont été victimes d'abus sexuels. Je ne sais pas si ses parents savaient quel criminel il était devenu, mais j'imagine qu'ils devaient quand même s'en douter. On se demande toujours si la famille était au courant. Mais les psychopathes sont incapables de repérer la psychopathie. Si plus jeune, il a été témoin ou impliqué dans des pratiques perverses, et que sa mère ou son père avaient aussi des comportements sexuels déviants, ils n'auraient pas jugé les agissements de leurs fils anormaux, puisqu'ils étaient pareils. Tous ces indices devaient nous aider à l'identifier. Ils nous permettaient de comprendre pourquoi et comment il commettait ces crimes, mais aussi de prédire quand il frapperait de nouveau. Le meurtre de Janelle Cruz a été le dernier. Pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui a fait qu'après cette affaire, il ne s'est plus jamais manifesté? C'est comme si le Golden State Killer savait que ce serait son dernier crime. Alors il a déversé toute sa haine et sa rage sur Janelle. On ne savait pas s'il s'était arrêté ou s'il continuait à terrifier des gens. Il avait peut-être déménagé. Peut-être qu'il continuait ailleurs. Il pouvait être en train de commettre des crimes à Boston ou à New York. Il avait peut-être été blessé et du coup, il était diminué physiquement. Il restait énormément de questions sans réponse. Que faisait ce criminel depuis son dernier homicide? Certains tueurs en série se sont arrêtés à un moment. Mais lui, il continuerait de sévir. J'en étais convaincue. Pour moi, il devait ressentir le besoin irrépressible d'assouvir ses pulsions. Mais on ignorait dans quelle direction chercher. On savait que tuer lui procurait du plaisir. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas d'autres moyens de satisfaire ses perversions. Les lacets étaient déjà présents quand il violait des femmes, et on les retrouvait aussi quand il s'est mis à assassiner ses victimes. C'était l'un des rares éléments à n'avoir pas varié pendant sa décennie de terreur. Alors à mon avis, cette perversion était un trait central de sa personnalité. Il a certainement dû pratiquer le bondage dans ses relations. Il a peut-être eu une partenaire consentante pour ce genre de pratique. On parle alors de victime consentante d'un prédateur sexuel. Il a certainement eu des pratiques auto-érotiques au cours desquelles il s'attachait et se masturbait. Ses partenaires ont dû le soupçonner d'avoir commis ces crimes. Peut-être même sa femme ou ses enfants. Il y avait un autre détail important qui nous renseignait sur son mode de vie. C'était la zone géographique dans laquelle il avait traqué ses victimes. C'étaient des quartiers de la classe moyenne ou huppés. Pour nous, ça voulait dire qu'il se sentait à l'aise dans ces milieux sociaux. Lui ou un membre de sa famille devait vivre dans ce genre d'endroit. Pour une raison ou une autre, il les connaissait bien. En tout cas, le Golden State Killer passait inaperçu. Il se fondait dans la masse. Il vivait parmi nous. Ce qui est terrifiant avec les tueurs en série, c'est qu'ils ne ressemblent pas du tout à de dangereux criminels. Ils peuvent avoir l'air inoffensifs. Alors s'ils décident de ne pas dévoiler leur part d'ombre, on ne la voit pas. Le Golden State Killer était libre. Et quelque part, il traquait des êtres humains. Ça arrivait sûrement bien plus souvent qu'on ne l'imaginait.
Entre le moment où il avait commencé et celui où il s'était arrêté, certains de ces crimes nous avaient sans doute échappé. On ne les repère jamais tous. Le Golden State Killer était capable de se comporter normalement avec les gens de son entourage, et même avec les membres de sa famille. L'être humain a tendance à ignorer les comportements qu'il ne comprend pas, ou ceux qu'il ne veut pas reconnaître. Le Golden State Killer a fait du mal à un très grand nombre de personnes. Il est diabolique. À cause d'un seul individu, beaucoup de ces familles ont été brisées et ont vécu l'enfer. Je suis convaincu que des gens connaissaient son identité. Il y avait de nombreux indices. Il suffisait de savoir où les chercher et de réussir à comprendre leur sens caché. Le Golden State Killer emportait souvent le permis de conduire ou la carte d'identité de sa victime, ainsi que des objets personnels, par exemple des bijoux. J'étais sûre qu'il les avait conservés. On appelle ça des souvenirs ou des trophées. Ils permettent aux tueurs de se remémorer leurs actes et de ressentir le même plaisir sexuel bien longtemps après avoir commis leur crime. Ce sont des éléments d'une importance capitale, parce que quand on réussit à mettre la main dessus, on trouve le coupable. Il y avait par exemple 2 boutons de manchette en or avec les initiales NR. Il y avait aussi des colliers. 2 avaient un pendentif en forme de cœur. Il était persuadé d'être plus intelligent que tout le monde. Personne ne réussirait jamais à le démasquer, il n'avait rien à craindre. Pourtant, si la police les découvrait, ces objets pourraient le conduire dans le couloir de la mort. Mais pour lui, ce n'était pas une raison suffisante pour s'en débarrasser. Il y avait aussi de grandes chances qu'il ait offert certains objets, notamment les bijoux, à une petite amie ou à sa femme. Et pour lui, c'était certainement très érotique de la voir le porter, parce que ça lui rappelait d'où il venait. Mais en même temps, le Golden State Killer prenait toutes les précautions pour ne pas laisser d'indices. Il était rusé et il ne voulait pas être identifié. Pas question qu'il se fasse arrêter en pleine rue. J'étais convaincu qu'il restait dangereux. Si son interpellation se faisait dans de mauvaises conditions, il était capable de se montrer très violent. Et il avait une arme, un revolver 38 spécial. S'il rencontrait la moindre résistance, il n'hésiterait ni à tirer, ni à tuer. Il devait être abordé avec prudence. Je me disais que s'il était arrêté par les autorités, il prendrait ça comme un nouveau jeu. Pour lui, ce serait un nouveau défi de se retrouver face à un inspecteur de la brigade criminelle. Il mentirait, il le manipulerait. Il essaierait par tous les moyens de contrôler la situation. Mais je savais qu'un enquêteur chevronné serait capable de le faire parler, parce qu'il mourrait d'envie de revendiquer ses crimes. Il y avait plusieurs théories sur l'identité de cet homme. Était-il dans l'armée ou dans la police? Était-il médecin ou soignant? On peut trouver d'où est originaire le criminel. Il y a eu une interruption de 5 ans. Où était-il parti? Un indice crucial a été trouvé. Les enquêteurs ont découvert d'autres crimes. Il est aussi l'auteur d'une centaine de cambriolages. J'étais convaincu qu'il s'agissait du même homme.